Missile balistique lancé par sous-marin R-21. Le R-21, indice de la direction principale des missiles et de l'artillerie, car K-55, selon la classification du ministère américain de la Défense et de l'OTAN, SSN-5 SERP, est un missile balistique soviétique à propergol liquide à un étage lancé par sous-marin. Faisant partie du complexe de missiles des CAR, il faisait partie de l'armement des sous-marins lanceurs de missiles des projets 629A diesel électrique et 658M nucléaire. La décision de commencer à travailler sur le missile R-21, historiquement le premier SLBM soviétique avec un lancement sous-marin, a été prise le 20 mars 1958. Le développement a été réalisé par OKB 586 sous la direction du concepteur en chef M.K. Angel, qui travaillait à cette époque également sur la création du missile sous-marin R-15 avec un lancement de surface, du missile balistique à moyenne portée R-14 et du missile balistique intercontinental R-16. Le nouveau missile était censé augmenter considérablement la capacité de survie des porte-missiles sous-marins soviétiques, les libérant de la nécessité de rester à la surface de l'océan pendant une période relativement longue pour lancer des munitions de missiles, comme, par exemple, sur les navires équipés de SLBM R-13, compte tenu de la courte portée des missiles et de la domination des forces anti-sous-marines de l'OTAN, cela pourrait, avec une forte probabilité, conduire à la destruction du navire et à l'échec de la mission de combat assignée. Sur la base des résultats de l'examen du projet R-15 au NII 88 et dans les instituts de la marine, ainsi qu'en tenant compte des résultats des travaux du SKB 385 sur le projet de missile balistique lancé par sous-marin R-13M, une décision a été prise sur l'inopportunité de poursuivre ces travaux. Le 3 décembre 1958, le Conseil des ministres de l'URSS a publié un décret ordonnant l'arrêt des travaux sur le missile R-15 à l'OKB 586, qui a été chargé à la place de développer le missile sous-marin R-21. La conception préliminaire du R-21 a été créée conjointement avec les bureaux d'études de Leningrad qui ont développé, respectivement, des sous-marins, projet diesel électrique 629, TSKB 16, concepteur en chef Ened Izanin, projet nucléaire 658, TSKB 18, concepteur en chef SN Kovalev, et des lanceurs, KB, un TSKB 34, concepteur en chef Gerudiak. Au début de l'année 1959, la situation internationale s'est fortement aggravée à la suite de la soi-disant crise de Berlin. Les dirigeants du pays ont exigé une accélération maximale du rythme de création de l'arme la plus importante à l'époque en raison de ses caractéristiques de performance prometteuses, les missiles balistiques R-14 et R-16, selon les décrets du Conseil des ministres du 13 mai 1959. Les travaux sur la création des missiles R-14 et R-16 ont été accélérés dans OKB 586. Et en même temps une décision a été prise de transférer tous les travaux sur les sujets navals au SKB 385 de V.P. Makif, qui avait déjà fait S. Missile balistique lancé par sous-marin R-21. Il convient de noter qu'en URSS, les travaux sur la création d'un SLBM avec un lancement sous-marin n'ont pas commencé de nulle part. Le développement des questions liées au thème du lancement sous-marin d'un missile a commencé en 1955. Le 3 février 1955, le gouvernement a publié un décret sur le début des recherches sur le lancement sous-marin du missile R-11FM. Les travaux sur la fusée ont été confiés à OKB 10 NII 88 sous la direction de l'ingénieur en chef E.V. Charnko. Le développement des systèmes de contrôle embarqués, de laboratoires et de navires a été confié à SKB 626, concepteur en chef N.A. Semikhatov. Les travaux sur l'étude de la physique des phénomènes qui se produisent lors du lancement sous-marin ont été divisés en 3 étapes. Lors de la première étape, des lancements de maquettes simulant le missile R-11FM ont été effectués à partir d'un silo immergé stationnaire. Lors de la deuxième étape,
des maquettes ont été lancées à partir d'un sous-marin converti en mouvement. Lors de la troisième et dernière étape, des tirs ciblés ont été effectués à pleine portée depuis le bord du sous-marin. Pour les essais de chute, 2 types de maquettes ont été créés, avec des moteurs fusées à combustible solide et à combustible liquide, respectivement. Le 23 janvier 1958, un décret gouvernemental a été publié sur la conversion du sous-marin B-67 selon le projet PV-611 pour le lancement de missiles balistiques expérimentaux avec lancement sous-marin. En juillet 1958, le missile R-11FM fut modifié pour le lancement sous-marin et reçut l'indice C4.7. Le premier lancement du missile S4.7 depuis un B-67 a eu lieu en août 1959 dans la mer Blanche. Le lancement s'est soldé par un échec. Les lancements ont été surveillés à l'aide du navire aéronaut. Un câble partait du bateau et reliait la surface à un radeau équipé d'une antenne. Il était utilisé pour communiquer dans la gamme VHF avec le navire d'observation. Le signal du départ a été donné. L'équipement du bateau a signalé que le missile était parti. Cependant, le lancement n'a pas été observé depuis l'aéronaute. Le bateau a fait surface, le puits a été ouvert et la fusée à l'intérieur a été lancée spontanément. La tentative suivante a eu lieu, encore une fois sans succès, le 14 août 1960, pendant le processus de remplissage du silo avec de l'eau, en raison d'un défaut d'usine dans le système, la fusée a été éjectée de la rampe de lancement et l'ogive a été perdue. Le premier lancement sous-marin réussi du missile balistique S4.7 en URSS a eu lieu le 10 septembre 1960, 40 jours après le premier lancement sous-marin du missile américain Polari A-1 le 20 juillet 1960. Missile balistique lancé par sous-marin R-21 parallèlement, des travaux étaient en cours sur le missile R-21 lui-même. Ces tests se sont également déroulés en 3 étapes, essais de lancer de modèles depuis un stand et un sous-marin, et essais en vol des missiles eux-mêmes. Pour les tests de lancer, un modèle a été créé, désigné K1.1. Structurellement, il s'agissait d'un prototype de la fusée R-21, dans laquelle les volumes des réservoirs d'oxydant et de carburant avaient été réduits pour réduire le temps de fonctionnement du moteur. Les essais ont été réalisés à partir d'un banc d'essai flottant fixe PSD-K à des profondeurs de 40 à 50 mètres. Pour les essais à partir d'un sous-marin, le sous-marin S-229 a été converti selon le projet 613 T4. Sur le bateau, derrière la timonerie, un silo à missiles a été installé, dépassant d'en haut jusqu'à une hauteur de 6,8 mètres au-dessus du pont et d'en bas jusqu'à 2 mètres au-delà de la coque du bateau. Pour libérer de l'espace pour le silo à missiles, il a été nécessaire de démanteler une partie des locaux d'habitation et un groupe de batteries sous-marines. Du 15 mai au 22 juillet 1961, 5 maquettes K1.1 ont été lancées depuis le stand du submersible PSD-4. Du 29 août au 11 septembre, 3 lancements ont été effectués depuis le S-229 à une profondeur de 40 à 50 mètres et à une vitesse sous-marine de 2,6 à 3,5 nœuds. Les tests de conception de vol du missile se sont poursuivis avec des lancements de missiles R-21 depuis un sous-marin. Des essais ont été effectués dans la flotte du Nord à partir de février 1962 à bord du sous-marin K-142, réaménagé selon le projet 629B et livré à la flotte le 29 décembre 1962. Des 3 abres du bateau, 2 à l'avant ont été convertis pour accueillir le R-21, et le 3e a été fermé par un bouchon. Il a ensuite été prévu d'y installer un missile à propergol solide du complexe D-6. Dans les silos sous le R-21, des lanceurs SM-87 avec des tables fixes conçues par TSKB 34 ont été montés. En plus de 2 bateaux expérimentaux, S-229 du projet 613, des K et K-142 construits selon le projet 629B,
les bateaux des projets 629 et 658 ont été convertis pour transporter le système de missiles des 4 selon les projets 629A et 658M, respectivement. Le décret du Conseil des ministres sur la conversion des sous-marins du projet 629 en projet 629 a été publié le 2 juillet 1962. Le projet prévoyait le démantèlement de 3 lanceurs SM-60 avec des missiles R-13, complexe D-2, et l'installation de 3 lanceurs SM-87 à leur place, respectivement. Étant donné que la marine n'a alloué les 2 premiers bateaux qu'en 1964, les travaux de modernisation ont été retardés. Le sous-marin de tête K-88 a subi un rééquipement du 30 août 1964 au 28 décembre 1966. Au total, 14 sous-marins ont été réaménagés, y compris le K-142 projet 629B, dont 8 dans la flotte du Nord au chantier naval de Zvezdochka et 6 dans la flotte du Pacifique au chantier naval SP Surikov. Lénine Komsomol. En 1967, la modernisation de 3 porte-missiles a été achevée, en 1968, 4, en 1969, un navire, en 1971, 3, et les 2 derniers ont été achevés en 1972. Initialement, le complexe des CAR était utilisé pour armer les sous-marins des flottes du Nord et du Pacifique. Dans la flotte du Nord, les sous-marins du projet 629A faisaient partie de la 16e division du 12e escadron de sous-marins, basé dans la baie d'Oenia. Compte tenu de la mise en service de nouveaux sous-marins lanceurs de missiles à propulsion nucléaire, les sous-marins lanceurs de missiles diesel de la flotte du Nord ont été progressivement transférés vers d'autres flottes du pays. En septembre 1968, 2 sous-marins sont partis pour l'océan Pacifique, et de 1971 à 1974, 4 autres. À la fin des années 1970, les porte-missiles du projet 629 A restant de la flotte du Nord ont été transférés à la flotte de la Baltique. Depuis la fin des années 1980, conformément à la lettre du traité de réduction des armes stratégiques SALT I, les armes de missiles des porte-missiles de ce projet ont été démantelées et les bateaux ont été mis hors service ou transformés en torpilleurs et en navires expérimentaux. À la fin de 1989, la marine disposait encore de 6 bateaux de ce projet, 4 dans la flotte de la Baltique et 2 dans la flotte du Pacifique, mais en 1990, ils ont tous été retirés du service de combat dans la marine de l'URSS. En plus des porte-missiles diesel électriques du projet 629A, le complexe des CAR a également été reçu par les sous-marins nucléaires du projet 658M. Des 8 porte-missiles du projet 658 équipés du système de missiles D-2, missiles R-13, 7 bateaux ont été rééquipés pour le nouveau système en 1963 à 1967, dont le principal K-19. Le sous-marin K-145 n'a pas subi de modernisation pour le D-4 et a été par la suite rééquipé selon le projet 701 pour les missiles R-29, charge de munitions, 6 SLBM. Les 2 premiers sous-marins du projet 658, après avoir été introduits dans la marine en 1961, étaient bas. L'un des bateaux lance-missiles diesel électrique, Pacifique, du projet 629A, le K-129, a été perdu pendant opération en mars 1968. Le sous-marin est parti en mission de combat le 24 février 1968, mais n'a pas établi de contact à l'heure prévue, le 8 mars 1968. Elle a été perdue dans une zone située à environ 1400 km au nord-ouest d'Oahu, à Hawaï. Au cours de l'opération de recherche et de sauvetage menée par la marine soviétique, le porte-missile n'a pas été retrouvé, ce qui a conduit à la conclusion que le porte-missile a péri pour des raisons inconnues avec tout son équipage. Par la suite, en juillet 1974, dans des conditions de secret extrême, les États-Unis, au cours de la soi-disant l'opération Jennifer, connue dans les sources anglophones sous le nom de projet Azorian, consistait à soulever la proue du sous-marin d'une profondeur de plus de 5 km à l'aide d'un navire spécialement équipé, le Glomar Explorer. La version finale de la disparition du sous-marin n'a jamais été établie avec certitude,
mais la liste des causes n'inclut pas les dysfonctionnements du missile R-21. La commission gouvernementale formée après la disparition du sous-marin est arrivée à la conclusion la plus probable selon laquelle, alors qu'il voyageait sous le RDP, un dispositif permettant de faire fonctionner un moteur diesel sous l'eau, le sous-marin est tombé à une profondeur d'immersion extrême en raison d'un dysfonctionnement de la soupape à flotteur du système RDP. Parmi les versions alternatives de la disparition du navire, une est encore évoquée aujourd'hui, tout à fait possible, une collision en position sous-marine avec un sous-marin américain qui effectuait une surveillance secrète. Le missile R-21 a été en service pendant plus de 25 ans, de 1963 à 1989. Au total, de 1963 à 1982, date des derniers lancements, 228 lancements de missiles R-21 ont été effectués, dont 193 ont été réussis. La cause de 19 lancements infructueux était une défaillance de l'équipement embarqué des missiles, dans 11 cas une défaillance de l'équipement de soutien et des erreurs du personnel. Les causes de l'échec de 5 lancements n'ont pas pu être déterminées. Le missile R-21 du complexe des CAR représentait, en termes de niveau technique, une avancée significative par rapport à son prédécesseur, le R-13. Il s'agissait du premier sous-marin de l'URSS à tester un lancement sous-marin, ce qui augmentait considérablement la stabilité au combat des porte-missiles. Cependant, le complexe des CAR était inférieur en termes de portée au complexe américain Polari A-1, portée de vol de 2200 km, qui a été adopté en service 2,5 ans plus tôt que le complexe soviétique, et au Polari A-2, portée de vol de 2800 km, qui a été adopté un an plus tôt. La précision des missiles américains était également nettement supérieure. De plus, les porte-missiles américains pouvaient transporter 16 missiles, contre 3 missiles sur les navires soviétiques. Un inconvénient très important était que les porte-missiles soviétiques étaient obligés d'effectuer des transitions de 7 à 8000 km, consommatrices de ressources, pour se rendre dans les zones de patrouille de combat et opérer dans les zones de domination des forces anti-sous-marines américaines et de l'OTAN, avec des signatures acoustiques nettement pires de nos navires, sans parler de la nécessité de faire régulièrement surface pendant de longues périodes pour recharger les batteries. Des SSK du projet 629A. Cela a conduit au fait que, malgré le nombre comparable de porte-missiles en URSS et aux États-Unis, les forces nucléaires stratégiques navales américaines disposaient à cette époque d'un potentiel de combat nettement supérieur. Contrairement aux missiles américains équipés de moteurs fusées à propergol solide, les missiles soviétiques étaient équipés de moteurs fusées à propergol liquide. Dans le même temps, malgré la conception plus complexe du moteur fusée à propergol liquide, la fiabilité technique des missiles soviétiques était comparable à celle des missiles américains, et la puissance de la charge thermonucléaire était plus grande, ce qui permettait dans une certaine mesure de compenser le retard en les caractéristiques de précision. Le missile R-21 est devenu une étape importante et les solutions techniques testées sur lui ont permis de commencer à créer des systèmes de missiles plus avancés avec les missiles R-27 et R-29. Malgré tous les défauts mentionnés ci-dessus, le système de missiles créé avec le missile R-21 a permis aux porte-missiles de l'URSS de devenir des unités de combat à part entière et de résoudre avec succès les tâches qui leur étaient assignées. Au cours de l'exploitation des porte-missiles équipés de missiles R-21, une expérience inestimable dans les patrouilles de combat a été acquise, ce qui a permis plus tard de créer une composante navale très efficace des forces stratégiques et, finalement, d'assurer la parité nucléaire avec les États-Unis dans cette classe d'armes. Le missile est conçu pour une utilisation au combat et un stockage dans des conditions de navigation sous-marine avec possibilité de secousse du navire due à un bombardement en profondeur et à une explosion nucléaire dans un rayon de sécurité. Les spécificités d'un lancement sous-marin nécessitaient de garantir l'étanchéité des compartiments de la fusée, des connecteurs électriques, des câbles et des raccords pneumatiques hydrauliques sous la pression externe de l'eau de mer. À cet égard, la fusée est réalisée comme une structure soudée unique et se compose de 4 sections situées successivement, une section d'instruments,
un réservoir d'oxydant, un réservoir de carburant et une section de queue avec stabilisateur, voir schéma. La connexion entre les équipements du système de contrôle installés dans le compartiment des instruments et les actionneurs, machines à gouverner, est réalisée par des câbles étanches qui sortent du compartiment par des entrées étanches spéciales, dont la cavité est gonflée d'air provenant de ce qu'on appelle cloche. La connexion entre l'équipement embarqué du système de contrôle et l'équipement de test et de lancement du navire s'effectue via 2 connecteurs étanches spéciaux embarqués et des câbles remplaçables. Les réservoirs d'oxydant et de carburant sont conçus pour accueillir les composants du carburant et constituent également le corps moteur de la fusée. Les réservoirs sont séparés par un espace interréservoir, qui communique avec la section arrière par un espace annulaire entre le tunnel et les tuyaux d'écoulement. Cela a permis de créer une surpression dans la cavité interréservoir en raison de la pression hydrostatique au bord de la fusée et d'éviter une augmentation de poids. Dans le même but, la contre-pression nécessaire de l'environnement extérieur est fournie dans les réservoirs d'oxydant et de carburant lors des opérations de prélancement à l'aide de systèmes de pressurisation préliminaire et de prélancement. Le moteur fusée est le moteur fusée à propergol liquide S5.3 développé par OKB2, concepteur en chef, AL ISAF, à 4 chambres, avec une unité turbopompe centrale, circuit ouvert. Le moteur fusée à propergol liquide fonctionnait avec une paire de carburants, l'oxydant acide nitrique AK27I, solution à 27% d'oxyde d'azote dans l'acide nitrique, et le carburant TG02.